Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en peur extrême, on le voit, on a cette consolidation qui dure et au fur et à mesure qu'on latéralise, qu'on a une consolidation, eh bien on a l'espoir et l'avidité des gens qui diminuent, on a vraiment une panique extrême qui s'installe sur le marché, alors qu'on a simplement un Bitcoin qui retrace légèrement, qui vient chercher un petit peu de liquidité vers le bas et qui est en train de préparer sa prochaine expansion. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Morning Bull Run. Ici Zephyr et comme chaque matin on se retrouve pour un tour des actus majeures. Aujourd'hui on va prendre une actu qui va être un petit peu plus large que la crypto parce que je voulais faire un point et faire un rattachement avec vous vis-à-vis de la crypto. C'est qu'on a la Chine et les États-Unis qui sont en train d'entrer dans une guerre commerciale. On a vraiment une augmentation des tarifs des deux côtés. Et donc ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est qu'on a beaucoup d'incertitudes et de doutes sur la géopolitique en ce moment. On a également les États-Unis qui se rapprochent de la Russie, tout ça autour du conflit russo-ukrainien. Donc on a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de tensions dans le monde. Et donc ça forcément, ça crée de l'incertitude sur les marchés financiers. Et quand il y a de l'incertitude, quand on a vraiment une diminution de la confiance, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a un retrait des capitaux des marchés risqués. Et donc ici, actuellement, là maintenant, sur les dernières semaines, c'est pas une période qui profite fortement à la crypto. D'autant plus qu'on sort d'une expansion depuis les ATH vers les 100 000 $. Donc forcément, on a un Bitcoin qui consolide, forcément, on a tout qui se met en place, on a la régulation qui est en train de se préparer, on va voir ça juste après. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est vraiment dans un contexte où, ok, on est un petit peu dans le calme avant la tempête, il y a tout qui se met en place, il y a tout qui se prépare, tout qui s'aligne. On a des doutes, on a des incertitudes, mais quand on aura le dénouement de tout ça, eh bien, on va pouvoir voir les aboutissements de tout ce qu'on a construit pendant des semaines et des mois. Et donc ça devrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail sur le conflit économique entre la Chine et les États-Unis, puisque c'est vraiment un métier à part entière. Moi, je suis plutôt spécialiste de la crypto, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il faut comprendre que voilà, ça crée de l'instabilité, ça crée de l'incertitude, et forcément, ça a une répercussion, un impact sur les marchés financiers. Ensuite, on continue avec ce qui nous intéresse plus, donc la crypto-monnaie. Et on a une nouvelle information de la part de l'ESMA, donc qui est l'entité européenne chargée de s'occuper des marchés financiers et qui nous annonce que la loi MiCA interdit l'achat de certains stablecoins qui ne sont pas réglementés, mais n'en interdit pas la détention et le transfert. Donc si vous voulez, on est dans une situation où, concrètement, oui, on parle de l'USDT, eh bien, on est dans une situation où on nous dit, ok, vous pouvez pas l'acheter, et si vous en avez, vous pouvez même l'échanger un petit peu. Donc c'est quand même quelque chose d'assez paradoxal. J'attends de voir ce qui va se passer, je me demande ce qu'il va en être pour l'USDT. D'ailleurs ça m'intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous avez de l'USDT et si vous voulez qu'on vous fasse un rapport un petit peu sur la situation vis-à-vis de cet actif. Est-ce que vous avez le droit d'en utiliser? Est-ce que vous pouvez l'utiliser que ce soit pour acheter de la crypto en spot ou pour trader? Parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre vis-à-vis de la régulation. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et on vous préparera un petit contenu dessus. Ça pourrait être sous la forme d'une vidéo, ça pourrait être sous la forme d'un rapport dans le canal Telegram. On verra ça. Et on continue, nous, avec les institutions. Bien sûr, les institutions, on vous le répète souvent, le Bull Run sera institutionnel et l'est déjà d'ailleurs. On a Metaplanet qui est une institution japonaise qui a racheté pour la deuxième fois de la semaine du Bitcoin. Et donc, son action a bondi de 19%. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose pour la société d'investissement. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a vraiment une stratégie d'accumulation. Vous voyez ici l'historique des détentions de Metaplanet, ça ne fait qu'augmenter. On est sur une stratégie de l'utilisation de Bitcoin qui devient de plus en plus comme vraiment une arme économique. On est sur un actif qui est au centre de l'attention en ce moment, qui a une supply limitée et qui a de plus en plus d'utilité également. Maintenant, on peut l'utiliser pour générer du rendement grâce à des projets comme Babylon. Ça, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. On a débloqué un marché à plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc, si ça vous intéresse, ça, c'est un projet qu'on vous a présenté sur le canal Telegram. Bien sûr, c'est vraiment là-dessus que vous pouvez avoir l'accès gratuit à énormément de pépites dans l'écosystème. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin, c'est vraiment en train de devenir un joyau que tout le monde va vouloir s'arracher. Et forcément, les touristes, vous savez ce qui se passe quand on a un choc entre la rencontre de l'offre qui diminue et une demande qui augmente. Forcément, ça pourrait nous amener dans une bulle spéculative avec un bull run que nous attendons depuis un moment maintenant. Ensuite, on continue avec Dubaï et surtout avec Mantra. Donc Mantra qui sécurise une licence à Dubaï. Je vais vous passer ça en français. Donc ça, c'est intéressant puisque c'est la première plateforme de Layer 1 qui est dédiée au RWA et qui va avoir une licence officielle à Dubaï. Donc ça, encore une fois, ça montre qu'on avance dans la bonne direction d'un point de vue régulation. Dubaï, c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent, c'est un milieu qui est très ouvert à la crypto puisqu'on peut déjà acheter beaucoup de choses différentes en crypto. Et donc on voit qu'ils continuent dans la direction qu'ils se sont fixés. Ils continuent dans la direction des RWA également et de la tokenisation.
Ils vont donc pouvoir tokeniser des actifs à Dubaï et ça va pouvoir permettre d'ouvrir leur marché au monde entier, donc faire rentrer des capitaux du monde entier. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, non seulement pour Mantra, mais également pour Dubaï. Donc voilà, Mantra, c'est un des reflets les plus évidents du fait que la tokenisation et l'RWA, ça va être extrêmement pertinent dans les années à venir. On vous a présenté plusieurs projets liés au RWA sur Telegram, donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en description. On continue avec Bitwise qui va lancer un ETF Aptos, donc voilà. Un ETF Aptos, c'est quelque chose d'assez intéressant. On est sur une crypto qui est faiblement capitalisée, alors je ne suis pas surpris de voir une diversification des ETF, ça fait un moment que je vous en parle. Je suis surpris d'en voir un qui ne concerne que Aptos, je ne sais pas si on va avoir un grand intérêt institutionnel pour juste Aptos. Moi, j'aurais bien aimé voir franchement des ETF qui commencent à arriver sur par exemple les Layer 1, sur l'RWA, sur l'IA par narratif. En fait, ça, je pense que c'est quelque chose qui intéresserait beaucoup de personnes et beaucoup d'institutionnels notamment. Donc voilà, on va voir comment ça évolue de ce côté-là. Mais voilà, en attendant, on peut déjà être content avec ce qu'on a. C'est peut-être la clé du bonheur d'ailleurs. Et donc, on a ici Aptos qui va recevoir un ETF. Donc voilà, on a probablement de grandes choses qui vont arriver sur ce projet, qui a d'ailleurs pris 10% dans les 24 heures, donc c'est intéressant. Mais bon, on est encore loin des vraies performances que peut aller chercher un Aptos sur ce cycle, d'autant plus qu'il a bien retracé récemment. Et on va en arriver au sujet le plus important de cette semaine, le White House Summit, donc le sommet de la crypto à la Maison Blanche. On a eu 2-3 nouvelles informations qui sont intéressantes, je vais vous les communiquer. On a eu une liste plus détaillée sur les personnes qui seront là, donc que ce soit de manière confirmée ou non confirmée. Donc on a Michael Saylor, ça je vous en avais parlé, on a le CEO de Bitcoin Magazine, de Paradigm, de Exodus, on a un managing partner à Multicoin Capital, on a Zach Witnoff qui est le cofondeur de World Liberty Financial, donc ça c'est un projet dont on vous parle souvent, c'est le projet crypto de la famille Trump. Ensuite on a le CEO de Chainlink, le CEO de Coinbase, on a le CEO de Robinhood, de Kraken, de Crypto.com, de Ripple qui est la société derrière XRP. Donc en fait, si vous voulez, Trump, il a vraiment pris tous les gros bonnets de l'écosystème, il a dit je vais réunir tout le monde au même endroit et advienne que pourra. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est en train vraiment de vivre quelque chose d'exclusif. Et comme on l'a vu, on a vraiment un contexte de tension montante et de concurrence qui dure depuis un petit moment entre Trump et la Chine. Et en fait, quand Trump il annonce qu'il veut faire des États-Unis la capitale des crypto-monnaies, et bien là, on a une action concrète qui a été mise en place. On a également des intervenants qui sont issus de la Maison Blanche. On a David Sachs, qui est le tsar de crypto et de l'IA. On a Marco Yada, je vous l'avais présenté, qui est maintenant à la SEC. Donc il est toujours président par intérim. Je ne sais pas s'il a officiellement pris ses fonctions et définitivement surtout. On a également Caroline Pham, on l'avait vu également ensemble à la CFTC. Mais voilà, il faut vraiment comprendre que là, ici, on est en train de mettre quelque chose d'historique en place. Et de quoi ça va parler? Ça va parler d'ETF, ça va parler de réserves stratégiques, ça va parler de beaucoup de choses. Et ça va parler forcément de Bitcoin, ça va parler également de Chainlink, ça va parler de beaucoup de projets liés à World Liberty Financial. Et moi, ce qui m'intéresse surtout ici, et ce qui me surprend, c'est Chainlink. Puisque si vous voulez, si vous regardez, c'est essentiellement le seul projet crypto. Alors il y a Kraken également qui est en train de sortir sa blockchain Inc. et qui pourrait très bien nous sortir un token dans les jours à venir. Ça c'est intéressant d'un point de vue airdrop, comme d'un point de vue investissement, comme d'un point de vue réserve. Crypto.com qui a son token aussi, mais qui est surtout une plateforme d'échange. Mais Chainlink ici, c'est le seul qui est directement un projet crypto. C'est un oracle, c'est un projet américain. Et donc moi, je ne serais pas surpris de voir du Chainlink être annoncé dans une réserve américaine. Et maintenant qu'on commence à anticiper ça, eh bien, on peut aller se poser d'autres questions. On peut aller se demander notamment, eh bien, quelles sont les liquidités sur Chainlink. Donc ça peut faire peur, mais c'est très simple. Ici, vous avez une carte des liquidations de Chainlink. Donc c'est-à-dire que Chainlink, vous avez la courbe de prix ici en rouge et vert, et vous avez des traders qui eh bien, viennent se positionner en long ou en short. Et ici, quand vous avez par exemple un prix qui est haut et qu'il y a une personne qui va venir shorter le marché avec un stop loss, hop, ici juste au-dessus des lignes de prix, eh bien, elle va créer de la liquidité. Pourquoi? Parce que si on vient chercher ici avec le prix, on va le sortir de sa position, et donc c'est de l'argent qui va arriver pour les market makers. Et donc, ce que vous voyez en jaune fluo ici, c'est de la liquidité. Ce sont des ordres stop qu'on peut venir chercher, et vous avez l'échelle à gauche, plus c'est jaune, plus la liquidation est intense. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici un asset qui a retracé de grosso modo 30% sur les 3 derniers mois, donc je n'ai pas pu remonter plus sur la carte de liquidation. Et on a un asset qui présente de fortes zones de liquidité, donc une grosso modo à 20$ et une à 30$. Et donc on a un asset qui potentiellement va arriver dans une réserve nationale. On a un asset qui est un projet américain qui sera présent en Crypto Summit de Donald Trump. Et on a un asset qui est le leader du narratif des oracles et qui est un projet avec des fondamentaux extrêmement solides. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut ou non acheter du Chainlink, c'est pas mon rôle, ça c'est votre responsabilité.
mais je suis en train de vous dire que pour moi, c'est un des dossiers qui est peut-être, d'un point de vue personnel, d'un point de vue comment moi je vois l'écosystème en ce moment, eh bien les plus intéressants en ce moment, avec d'autres projets bien sûr. Je pense notamment à Ando, je pense à d'autres projets qu'on vous a partagés sur le canal Telegram. Mais voilà, si vous voulez développer des compétences sur l'analyse on-chain, essayez de comprendre vraiment quels sont les enjeux autour de ce graphe et pourquoi ici, on a vraiment comme un phénomène d'aimant qui va pouvoir attirer le prix vers la hausse. Eh bien, je vous ai sorti une vidéo hier sur le sujet. Donc voilà, c'est une vidéo de 10 minutes où je vous explique en détail comment vous pouvez interpréter ce graphe et en quoi c'est une excellente nouvelle qu'on ait de gros niveaux de liquidation à aller chercher à la hausse. Voilà pour cette vidéo. C'était Zephyr, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like et on s'abonne. Passez une bonne journée.